Le SHOT Show 2024, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de me déplacer à Las Vegas pour vous filmer tout ça. Hein. C'est pas que je ne voulais pas, bien au contraire. Mais j'ai fait un peu le tour, le tour des différents sites et chaînes qui ont présenté ce qu'il y avait sur le salon. Et j'ai noté moi ce qui me semblait le plus intéressant. Pour rien vous cacher, il n'y a pas vraiment d'annonce vraiment révolutionnaire ou de hype particulière. Du moins, c'est du grand classique et je pense, comme pour beaucoup de salons, ce qui est intéressant, c'est d'y aller, c'est l'ambiance, c'est les rencontres et pas vraiment les nouveautés en elles-mêmes. D'autant plus que énormément de choses en fait ont été annoncées avant le salon. Mais comme je l'ai dit, c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'y aller. Donc on va parler de certaines marques et à la fin, je vous ferai le top, euh, le top 3, euh, le top 3 des trucs qui m'ont le plus marqué. J'ai pas mis dans cette sélection, j'ai pas essayé de mettre les choses qui pourraient arriver en France. J'ai mis des choses qui sont intéressantes en règle générale. Parce que évidemment, la législation américaine et la législation française n'étant pas la même, je ne sais pas si les armes que je vais vous montrer arriveront sur le territoire français ou voilà. Et d'un point de vue législatif et aussi d'un point de vue de le marché français pour, euh, pour beaucoup d'entreprises n'est pas forcément des plus intéressants, mais c'est pas grave. Allez, on commence. On va voir Beretta qui a présenté non pas de nouvelles armes, mais des versions améliorées de certaines de ces armes, que ce soit armes longues ou armes d'épaule. Pour ce qui est des armes longues, j'ai rien vu de fifou. Par contre, en armes légères, il y en a un qui moi m'intrigue, c'est le PX4. Donc c'est celui que vous pouvez voir sur la gauche, qui a un pistolet avec un système, avec un canon rotatif. Et ceux-là, je suis très très curieux de les essayer. Je pense pouvoir mettre la main, la main dessus. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu une gamme de pistolets qui était un peu tombée en désuétude. Et là, peut-être, ça va être un moyen de raviver le concept. Donc ça peut être assez marrant. Et je pense aussi bientôt que je vous présenterai un autre pistolet qui a ce mécanisme. C'est censé un peu améliorer le recul, mais aussi un des avantages, et je m'en suis rendu compte quand j'ai manipulé un pistolet avec un tel mécanisme, c'est que ça rend la manipulation de la culasse très facile, et pour quelqu'un qui est en rééducation du bras, c'est un gros plus. Je pense pas que ça a été conçu pour, mais c'est un des avantages, et cela, j'essaierai de leur mettre le grimpin dessus. On avait aussi la gamme des Beretta 30X, donc là on a ces fameux petits pistolets en 32 ACP ou 765, 765 Browning. C'est une gamme qui existe depuis belle lurette. Et là ils ont mis possibilité de monter un point rouge, réducteur de son et tout ça. Et c'est davantage des trucs. C'est des trucs plus pour rigoler que, que parce que c'est pratique. Mais là encore, c'est, c'est marrant, mais en France, vu qu'on a un nombre limité de catégories B, c'est moins intéressant pour nous. Mais j'avoue que c'est toujours, voilà, ça m'intéresse plus ce genre de version de pistolet que encore une énième version des Beretta 92 où ils ont sorti les Beretta 92X ou 11 ou les 92 GTS qui sont des versions un peu customisées avec un grip un peu plus fin, un peu comme sur le M9 A4 et, et
Là où avant, il y avait, sur certains modèles, on avait la sûreté sur la carcasse, bah là, ils ont mis aussi le levier des armements qui passe de la culasse à la carcasse. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est sûrement très chouette, hein. C'est sûrement très chouette, mais à titre personnel, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, je vous dis peut-être que vous, ça vous brancherait, parce qu'il y a quand même des grands amateurs de Beretta 92. Donc voilà, il y a des nouvelles versions qui vont sûrement arriver. Et comme c'est Beretta, il n'est pas impossible que ça arrive chez nous. Au niveau de Daniel Defense, les deux trucs qui étaient un peu intéressants, je trouve, c'était surtout le H9, qui est le premier pistolet de Daniel Defense. Mais ce pistolet, en fait, ce qui s'est passé, c'est les abonnés attentifs de la chaîne auront vu qu'il ressemble beaucoup à un Hudson H9, sur lequel j'avais fait une vidéo et j'avais adoré l'utiliser. Et l'entreprise a mis la clé sous la porte. C'était une entreprise de même pas une dizaine d'employés, donc c'est pas forcément très surprenant qu'elle fasse faillite, parce que c'est quand même un secteur qui est assez difficile pour une petite entreprise de fabriquer industriellement des armes à feu, et c'est pas parce que c'est aux États-Unis que c'est facile. Bref, Daniel Defense a racheté les droits et donc a ressorti le pistolet. D'un point de vue du design, ça semble assez similaire. Assez similaire. Après, je serais assez curieux s'il débarque en France quitte à le représenter, tant pis si ça fera un peu doublon avec le Hudson. Je serais assez curieux de voir ce qu'ils ont, ce qu'ils ont modifié par rapport au H9 classique. Et aussi, je suis assez curieux de voir le prix déjà que. Après, je pense que le prix ne doit pas beaucoup bouger par rapport au Hudson, parce que il était déjà assez cher, et les Defense ne sont pas connus pour faire des choses bon marché. Ils ont aussi montré un PCC, donc une sorte d'AR9. Par contre, ils utilisent des chargeurs de CZ Scorpion et non pas de Glock. Et par contre, moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'en fait, c'est un air à culasse non calé, donc c'est pas forcément extrêmement agréable à utiliser. Je trouve, je suis pas un grand fanat des PCC à culasse non calés. La seule petite différence, je crois qu'il a un système de buffer hydraulique. Donc peut-être qu'au niveau du tir, ça peut être sympa. Mais voilà. Là encore, c'est... Si ça arrive en France et que ça vous intéresse, j'essaierai de le présenter, mais personnellement, c'est pas révolutionnaire. De toute façon, vous verrez, il n'y a rien de révolutionnaire qui est sorti. Là où, par contre, beaucoup plus intéressant, et ça c'est une mode qui aux États-Unis quand même est assez forte, c'est tout ce qui est le côté un peu rétro et réplique. Donc on avait PSA, donc Palmetto State Armory, qui est une entreprise qui malheureusement n'exporte pas en France et qui a fait pour ce SHOT Show, qui non pas a sorti des tonnes d'armes prêtes à être commercialisées, mais plutôt qui a montré des protos et qui est en train un peu de juger la popularité de ces protos pour ensuite les mettre sur le marché. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, un Sturmgewehr. Ils ont ici leur filiale qui s'appelle Harrington and Richardson, qui ont sorti plein d'AR-15 rétro, dont la version fusil mitrailleur de l'AR-15, qui normalement tire, je crois qu'il est censé tirer culasse ouverte. Par contre, je pense que sur ce modèle là ça doit être de la culasse fermée.
Et également un AR9 qui est la version DOE, Department of Energy, donc qui était une demande de ce département de l'énergie pour avoir une arme pour sécuriser certaines installations, et qui a un look qui je trouve est super sympa. Mais voilà, là les Américains ils ont de la chance, nous je suis pas certain que ça arrive outre-Atlantique. On a aussi, alors je vais virer ma tronche d'OBS pour vous montrer l'ersatz de MP7. Où est ma caméra? Elle est là, paf, je disparaître. Où en fait, bah là, le grand mème, c'est que Heckler & Koch s'en fiche un peu des civils, surtout pour ce qui est du MP7. Donc c'est un peu le MP7 qu'on a à la maison. Alors, en fait, c'est plus un châssis je crois que c'est un châssis imprimé en 3D sur une base de pistolet que produit déjà l'entreprise, mais voilà, ils l'ont déguisé pour en faire un MP7. Bon, c'est rigolo. Et une autre entreprise dont on n'avait plus entendu parler, c'est Bushmaster, qui était quand même très prisé pour leurs AR-15 à l'époque, et qui eux aussi se retrouvent à fabriquer des versions un peu rétro. Donc là on a un XM15A2, mais ils en avaient aussi montré d'autres. Donc bon, ils arrivent peut-être un peu après la bataille. Moi j'avoue que je serais aux États-Unis, je me prendrais bien un AR-15 un peu rétro. Ça c'est un truc que j'aimerais bien. AR-15 ou autre, ce serait voilà. Moi c'est typiquement le genre de truc qui me brancherait bien. Et on a aussi Ruger qui a sorti une autre version, enfin qui a ressorti plutôt la version avec la crosse pliable de son Mini 14, donc qui ressemble à celui de l'agence Tourisque, et c'est vrai qu'il a de la gueule avec ce look là, et là typiquement un truc comme ça, voilà, moi ça m'intéresse. Mais voilà, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, parce que le Mini 14 n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à un R15 si on parle purement de praticité. Mais bon. C'est un truc que j'aimerais bien que cette mode apparaisse en France et que ces armes soient dispo ici. Ça, j'aimerais bien et vous en présenter et surtout en avoir un. Alors, ma caméra, je l'ai remise. La grande mode de ce shot show, c'était les leviers de sous-garde, les fusils à levier de sous-garde avec Smith & Wesson, qui je crois ça doit faire des décennies qu'ils n'ont pas sorti un fusil de sous-garde avec le modèle 1854 là qui vient de sortir, et qui est une sorte de mix entre un classique et la modernité. On peut voir déjà on peut voir que celui-là est en inox et qu'on a un rail Picatinny au-dessus pour une optique, et je crois qu'il est initialement disponible en 44 Magnum. À voir s'ils vont pas le faire dans d'autres calibres. On a aussi les variantes soit un peu tactiques, soit un peu futuristes. Où là, vous pouvez le voir, celui qui est en haut à droite, c'est celui d'aéroprécision. Et lui, il est disponible en 30-30 et en 45-70. Avec un look assez futuriste. Moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Autant j'aime bien les trucs un peu rétro, autant j'aime bien ces trucs-là. Je suis pas un grand fanat des armes à levier de sous-garde, mais c'est intéressant, et j'ai un de ces quatre, je vous en montrerai un. On a Henry's aussi qui a fait sa version. Pardon, il y a Marlin avant, celui qui est en bas à gauche, et là aussi un mix, comment dire, une version un peu tactique avec, je crois que c'est le modèle 336. Je crois que c'est la série des Dark
lever action, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode de Radio Stand, et ça a été annoncé bien avant, bien avant Shot Show. Et Enrisk aussi, quand on a sorti un autre, qui existe en 223 et en 300 Blackout, et comme vous pouvez le voir, donc c'est celui qui est en bas à droite, qui est compatible avec les chargeurs d'AR15. Donc ça peut être intéressant. Après voilà, c'est à voir si la mode va continuer. Elle a l'air un peu de commencer aux US. À voir si ça arrive en France. En France, c'est un intérêt parce que c'est la catégorie C. Enfin, sauf si, par exemple, celui en 223, non, ils sont catégorie B. Et ça permet peut-être d'avoir une arme longue avec laquelle on peut tirer un peu plus rapidement qu'un fusil à verrou. Et aussi, c'est agréable à manipuler, donc ça peut être assez intéressant. Et sans doute que je vous en montrerai un. Sûrement une version moderne, parce que les anciens Winchester et tout ça, c'est un peu moins mon domaine de compétence, mon domaine d'expertise, si je puis dire, donc ça va me demander beaucoup de boulot. Mais sûrement que j'évoquerai ça. Mais ouais, j'ai tiré un peu avec ce genre d'arme, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Bon, là, on parle des choses un peu diverses et variées, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est surtout des mises à jour d'armes plutôt que des trucs un peu nouvelles. Bah, il y a le fameux Canik en version compétition un peu pimpé avec un partenariat avec Terrain Tactical, qui est assez connu pour ses armes un peu, comment dirais-je, un peu compètes, bien travaillées, des AR-15 avec des boîtiers usinés et tout ça qui sont assez qualitatifs. Donc ça c'est marrant de voir ce partenariat avec une entreprise turque et Canik, il n'y a rien à dire hein, d'un point de vue de la com et du marketing, ils ont fait fort. Parce qu'il n'y a pas un jour où on me demande pas de... Tu peux parler du Canik. Ça viendra un jour. Mais voilà, c'est sûrement l'entreprise turque qui fonctionne le mieux. Bon, Glock, une fois n'est pas coutume, ils font du classico. Donc là, je crois c'est le 19X MOS. Donc 19X, somme toute assez classique, mais version avec organe de visée surélevé et canon fileté. Je vais sortir dans les prochaines semaines une vidéo sur le 19X classique, donc ça sera aussi l'occasion de reparler de son histoire. Et comme je dirais dans la vidéo, moi ce que j'aurais aimé, ça aurait été la version MHS du 19X, donc celui qui a été testé par les Américains. Donc c'est un Glock 19X, mais sur lequel en fait on a une sûreté externe. Donc ça j'aurais bien voulu qu'il la commercialise pour avoir voilà la version essayée par l'armée américaine de manière identique par rapport au 19X qui est commercialisé, qui lui n'a pas toutes les caractéristiques de l'arme militaire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre alors, celui qui est en haut à droite, donc c'est Desertec avec leur nouveau MDRX qui s'appelle le Wolverine ou le WLVRN. Mais je pense que voilà, on va l'appeler le Wolverine. En fait, c'est un MDRX qui est simplifié. Je crois qu'ils ont réduit d'environ une cinquantaine de pièces le MDRX et ça lui fait perdre environ 20% de son poids. Donc ça, c'est plutôt pas mal si l'arme est fiable et si ça peut permettre un peu de réduire son prix, parce que c'est une arme qui coûte assez cher, ça peut être assez intéressant. Je voulais vous en présenter un. Les choses ont fait que non, mais peut-être que je le ferai quand même peut-être que je le ferai dans le futur. Mais ouais, c'est un des bullpup qui m'intéresse. Comme vous savez, je suis pas un grand fan de bullpup, mais celui-là, il a attiré mon attention. C'est aussi une arme qu'on peut configurer en différents calibres, 223, 300 Blackout, 762 par 51. Donc c'est censé être une arme qui est très modulaire. Après,
J'ai l'impression que la modularité de calibre, c'est quelque chose qui fait beau dans une fiche technique, mais je n'ai pas souvenir d'arme qui est vraiment réussi. Comment dire, en règle générale, les gens ils achètent une arme avec un calibre, ils s'amusent pas à acheter des kits de conversion en plus qui coûtent quelquefois le prix, le prix bas d'une autre, le prix bas d'une autre arme. Alors, on a aussi un nouveau logo Alien. Je crois que c'est le Creator Evolution qui s'appelle, donc une version encore plus orientée compétition que la version classique, qui est quand même un super pistolet. Il coûte la peau des fesses, mais il est vraiment top et j'ai adoré tirer avec. Bon, sur cette version-là, j'ai l'impression que le grip a été un peu redessiné. La manière dont on attache une optique aussi a été un peu modifiée. On a le support pour poser le pouce et stabiliser le pistolet. D'ailleurs, j'ai pu utiliser ce système-là sur non, c'est pas un Dawenson, un Tanfoglio en 40 Smith & Wesson, et c'est vrai que c'est pas mal pour enchaîner les tirs et que l'arme ne bouge pas. Alors déjà que le logo Alien ne bouge pas, mais avec ça, je pense que ça va être assez marrant à utiliser. Je serais curieux, mais par contre, c'est vrai qu'il faut avoir un sacré portefeuille. Là, par contre, où on va avoir quelque chose d'un peu plus, pas forcément entrée de gamme, un truc un peu plus compétitif, du moins d'un point de vue du prix, c'est Keltec avec son PCC, le Sub 2000. Donc je crois que c'est la 3e génération, qui est identique à la précédente, si ce n'est la manière dont l'arme se plie. Parce que avant, elle se pliait dans ce sens-là, et donc si on avait une optique au-dessus, on était bloqué. Là, pour celle-ci, elle a l'air de... Ça a l'air de pivoter, ce qui fait que l'optique va se retrouver sur le côté. Donc on peut l'avoir... voilà, on peut garder son point rouge avec un Sub 2000 plié en deux. Et au roulement de tambour, on va passer... pour terminer sur le top, mon top 3, les choses que j'ai trouvé le plus intéressant, et après on échangera avec vous si vous avez peut-être vu des trucs que je n'ai pas vus. Alors, sans ordre, il y a 3 trucs où je me suis dit tiens, ça m'intéresse. Et malheureusement, je suis quasiment sûr que rien sur cette diapo va arriver en France. C'est comme ça. On a le Warp 15, qui a d'ailleurs un nom qui n'est pas forcément très... Comment dirais-je de bon augure pour cette arme. En fait, c'est un AR-15 où le lower et le upper seront en polymère. Donc c'est une arme qui va être hyper légère. Je crois qu'elle pèse 2,2 kg. Et moi, j'avoue, j'aime bien ce genre de truc. Cette recherche de l'AR-15 super léger, je suis très curieux. Je serais aussi curieux de voir comment le transporteur, comment l'ensemble mobile se déplace, parce que je pense pas que ça doit frotter contre du plastique. Il doit y avoir sûrement des renforts en alu ou en acier à l'intérieur. Et donc je serais très très curieux de voir comment il fonctionne et s'il fonctionne bien. Parce que c'est vrai que autant le polymère est généralisé aux armes de poing, autant pour les... Enfin, non, c'est vrai qu'on, par exemple, le G36, il y a aussi du polymère, mais je pense qu'il y a encore des trucs à faire, avec le polymère sur les armes longues. Donc voilà, je serais très très intéressé. C'est un canon qui est très très fin. Alors les canons fins, c'est pas un souci en soi, à part si on s'amuse à tirer plusieurs chargeurs et qui chauffent. Là, peut-être que le point d'impact il va un peu se promener. Mais je pense pas que ça soit une arme avec laquelle on tire 500 cartouches d'affilée. Et quand bien même une arme est faite pour. Moi, mon R15, je lui mets jamais 500 cartouches de suite, hein, ne serait-ce que parce que je n'ai pas le porte-monnaie pour faire ça à chaque fois. Donc,
en soi, c'est un faux problème. Et c'est pas un AR-15, je pense, qui a vocation à être adopté par l'armée américaine. Je pense que c'est surtout un exercice, euh, un exercice industriel intéressant. Et j'ai dit que le nom était pas forcément très très de bon augure, parce que déjà, comme c'est un acronyme, c'est l'acronyme de Wraith Works, qui est le nom de l'entreprise, EOR, donc Armalite plastique ou polymère, 15, comme un R15, et Warps aussi, un verbe qui veut aussi dire plier, mais dans le sens où, par exemple, si un truc en plastique se met à chauffer et un peu à plier, on peut dire qu'il warp. Le nom précis en français là m'échappe, donc c'est pour ça que je trouvais le nom assez rigolo. Autre truc un peu rigolo, et là qui est davantage pour nos cousins du Canada, c'est le Pierce Armory SKX, parce que si je dis pas de bêtises, au Canada, les AR-15, c'est un peu galère. C'est un peu galère à voir, là où les SKS sont plutôt faciles d'accès. Et donc, en gros, c'est une sorte de kit pour moderniser un SKS. C'est un. C'est sûrement pas pratique, c'est sûrement bien moins. Bien moins ergonomique et moins bien fiable qu'un R15, mais je trouve ça marrant cette tentative de bricoler avec les lois pour essayer d'avoir un fusil à peu près moderne avec quelque chose qui ne l'est pas, parce que c'est quand même un design qui date des années 40. Donc voilà, c'est assez marrant. Et là, je serais assez curieux, de voir la manière dont ils ont réussi à bricoler cette chose. Mais voilà, là encore, c'est encore plus pour s'amuser que pour qu'avoir un truc très très sérieux, je pense. Et enfin, fusil mitrailleur avec de chez Ohio Ordnance, qui s'appelle le Reaper, et ça c'est la grande force des Américains, c'est d'avoir des acronymes un peu stylés, donc Reaper en anglais c'est la faucheuse, et c'est aussi l'acronyme de Recoil Enhanced Automatic Precision Rifle, qui est un fusil mitrailleur qui, si je dis pas de bêtises, est issu d'une demande des forces spéciales, ou plutôt du SOCOM américain, pour avoir une arme automatique capable d'engager des cibles à distance tout en étant facilement transportable. Parce que je crois que l'arme est plus légère qu'une FN Mag. Et elle utilise le 338 Norma. Même si on peut utiliser aussi du 762, autant on peut modifier l'arme. Surtout si on doit tirer beaucoup avec, ça va peut-être permettre de moins user les composants. Et ce qui est marrant, si je puis dire, c'est que dans le cahier des charges, il fallait qu'elle soit facilement démontable. Donc on peut la couper, on peut la démonter en 3 grosses pièces et la mettre dans une valise pour avoir une arme automatique un peu antimatérielle et capable d'engager des cibles à distance. Grâce au 338 Norma, qui est une version, je crois, un peu améliorée du 338 Lapua Magnum. Et là où le 338 Lapua Magnum, je crois que les ogives elles font 225-250 grains. Là, sur le 338 Norma, ils sont un peu plus lourds, aux alentours des 300 grains. Et je crois que l'étui n'est pas identique au Lapua Magnum, et que c'est Norma qui a fait une version améliorée de la cartouche. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que je crois que le 338 Norma Mag, je crois qu'il est sorti en 2009 ou en 2010. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Voilà pour ce petit topo de SHOT Show. Je vais rebasculer vers l'autre
scène sur OBS, comme ça je peux revoir un peu le chat parce que je ne voyais pas grand chose. Et là on va pouvoir un peu reprendre la discussion. Si, voilà, si vous avez vu des trucs intéressants, ou si vous voulez discuter d'autres choses, et après on se souhaitera une excellente soirée. Ça fait 1h18 que ça tourne.